Bonsoir, soyez les bienvenus sur La Première, vendredi 8 mars. Voici les titres de votre journal. Un job dating en prison ou l'occasion unique de décrocher un stage et peut-être par la suite un emploi dans le domaine du bois. 7 détenus proches de la sortie ont rencontré des chefs d'entreprise. La Journée internationale du droit des femmes a mobilisé le centre de transfusion sanguine. Le CTS a de fidèles donneuses. Elles repartaient aujourd'hui avec un petit cadeau. Coup de projecteur ce soir sur une femme d'église engagée au plan international. L'église Sanito, que l'on appelle aujourd'hui Communauté du Christ, est présidée par Mareva Arnaud. L'une de nos équipes l'a rencontrée. Autre femme engagée, Tilda Harehoe, représentante à l'Assemblée. Elle est à la tête du Centre d'information des droits des femmes et des familles. Elle est également membre de la commission de surendettement. Tilda Harehoe nous livrera son regard sur la situation des femmes polynésiennes. Elle est notre invitée ce soir. Dans notre rubrique Tehono Ta'amotu, nous irons du côté de Bora Bora, aux îles sous le vent. Avec le maire Gaston Tong-Sang, nous parlerons des chiffres du tourisme, de la réouverture prochaine de l'ex-méridien sous une nouvelle enseigne ou encore du Raromatei Festival. Pour la deuxième fois, le centre de détention de Tatutu organisait un job dating. Comprenez des entretiens d'embauche accélérés à destination de détenus formés au métier du bois pendant leur incarcération. Ils sont proches de la libération et pour préparer leur sortie, ils peuvent tenter de décrocher un stage. On voit cela avec Lucille Guichet et Patrick Tinsing. C'est un entretien d'embauche un peu particulier. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, les candidats sont incarcérés et l'échange se déroule à l'intérieur du centre de détention. T'es motivé? Ah oui. Je suis libérable en 2026. J'ai une possibilité de sortir ce juillet. Ça ne m'inquiète pas du tout. C'est mon travail qui va montrer qu'ils peuvent me faire confiance. On a recruté un ancien détenu il y a 5 ans, qui est resté avec nous il y a 5 ans. D'ailleurs, il est parti il n'y a pas très longtemps. Et c'était très bien passé. Ce qui s'est passé avant, c'est pas notre problème et c'est pas ce qu'on veut savoir ou qu'on recherche. Le but, c'est qu'ils aient une deuxième chance et qu'on ait des personnes qui veulent travailler. Ils sont 7 détenus formés en détention à la menuiserie, la sculpture et la gravure. Ils se portent d'abord volontaires avant d'être présentés par le centre de détention et sélectionnés par le CEFI. Quand je te dis, je faisais que de la maçonnerie. Et quand je suis arrivé ici, j'ai demandé si je pouvais parler en entretien. Du coup, j'ai réussi mon entretien, après je suis rentré dans la menuiserie. Et au début, c'était ça, c'était plutôt pour nous casser le temps. Mais après, à la langue, c'était plutôt... Comment on dit ça? C'était plutôt enrichissant, c'est pour moi. C'est difficile s'ils n'ont pas suivi de formation et qu'ils n'ont pas profité du temps d'incarcération pour faire quelque chose. S'ils ont profité du temps d'incarcération pour se soigner, pour apprendre à lire et écrire et passer des diplômes et se former et travailler, ils sont employables à l'extérieur. Si les candidats ont réussi à convaincre, ils pourront effectuer un stage en entreprise à leur sortie de prison. L'objectif à terme est de décrocher un emploi pour se réinsérer au mieux. Attention au jardinage sans gants ou au sable des plages. 3 cas de syndrome de larva migrans ont été rapportés ces 15 derniers jours à Tahiti et à Moorea. Des parasites présents dans les selles des chiens et des chats peuvent être transmis à l'homme par la peau lorsqu'il séjourne dans un milieu humide et chaud. L'infection disparaît au bout de quelques semaines, mais un traitement peut s'avérer nécessaire. Plus de détails sur notre site internet Polynésie La Première. La Journée internationale des droits des femmes, célébrée à travers des actions originales, le centre de transfusion sanguine de l'hôpital de Taoné expose dans son service des lithographies, des affiches et des tableaux d'artistes représentant des femmes. Au CTS, c'était donc une journée particulière aujourd'hui. Caroline Fary et Jérôme. On te fait le bilan en même temps, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, on t'appelle. Sylvain doit se sentir un peu seul. Il donne son sang pour la 3e fois, mais aujourd'hui est un jour spécial. Je vais en fait ma moitié. Ah oui, parce que c'est la journée de la femme. C'est ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les femmes, elles font tout à la maison. Ouais. Alors oui, aujourd'hui, il faut penser à boire beaucoup d'eau, pas de sport aujourd'hui.
Statistiquement, les femmes donneraient plus volontiers leur sang que les hommes. Preuve en est en ce 8 mars où elles répondent en nombre à l'appel du centre de transfusion et à chacune sa bonne raison. J'aime bien donner mon sang régulièrement parce que je suis O négatif. Et comme c'est un sang que je peux donner à tout le monde, je me dois de faire au moins ce geste-là. Mon sang précédent a été utilisé et je suis super fière que ça a été fait. Et c'est aussi parce que c'est la journée de la femme. C'est une éducation familiale, je donne depuis l'âge de 18 ans. Et c'est une habitude. Si on peut sauver des vies humaines, pourquoi pas? Surtout quand on sait qu'à l'intérieur de l'hôpital, nous avons quand même des enfants qui ont besoin aussi de recevoir du sang. Globalement, sur les collectes publiques, ce qu'on appelle public où tout le monde peut venir, ce sont les femmes qui sont le plus représentées. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait les mettre à l'honneur aujourd'hui. Une générosité mise à l'honneur sur les murs avec ces portraits de fidèles donneuses que le personnel croise fréquemment. Générosité dans les deux sens avec ces dons d'artistes, une aide précieuse pour le centre. On peut aider en faisant ce qu'on appelle la promotion du don, c'est-à-dire qu'il faut partager cette cause, expliquer pourquoi on doit donner du sang, il faut se faire connaître. Et puis nous, on a besoin d'aide, donc que ce soit par rapport à toute cette communication, ou bien lors des collectes, par exemple l'association des bénévoles donneurs de sang qui nous aide pour l'accueil des donneurs. Une 50aine de poches seront remplies aujourd'hui, une fierté pour le milieu médical et une belle satisfaction pour les donneuses qui repartent avec cadeaux et sourires. Oui, et au total, depuis lundi, le CTS a collecté 192 poches. Repérer, agir et prévenir les violences intrafamiliales, c'était l'objectif de la journée organisée au lycée Diadème dans le cadre de la 2e édition de Diadème en santé. Des ateliers conférences et du théâtre avaient pour but de favoriser la libération de la parole des élèves. Vous allez comprendre avec Chiquita Teiva et Mirko Vanfo. Éduquer, informer la jeunesse polynésienne sur les formes de violence au sein du couple, une grande découverte pour ces étudiants du lycée Diadème. Originaires de Tahiti et des archipels, ces étudiants n'avaient pas véritablement conscience de ce que pouvait être la violence conjugale ou intrafamiliale. Polynésienne, tu te dis que c'est normal, que peut-être que c'est toi qui as fauté alors que pas du tout. J'ai appris qu'il y avait toute forme de violence, même le fait que tu te sens dominé, c'est une forme de violence, c'est pas seulement les coups. Je ne savais pas, je viens de savoir ici, là, lors de la conférence. La DTPN a effectivement enregistré une hausse de 19% des violences conjugales en 2023, dont une grande majorité de jeunes couples. Et puis les jeunes se mettent de plus en plus tôt en couple et donc justement les sensibiliser par rapport aux violences, c'est très intéressant. Une petite mise en scène des jeunes pour leur montrer qu'en situation de souffrance au sein de la famille, ils ne sont pas seuls. Est-ce que tu sens bon? C'est fou, c'est pas permis. Le premier but de la pièce, c'est de montrer aux jeunes qu'ils puissent avoir du soutien avec d'autres personnes extérieures ou même ici au lycée. On a des psychologues. Beaucoup de jeunes n'arrivaient malheureusement pas à en parler. Ici, l'écriture peut aussi être un exutoire. Tu es libre de ce que tu écris. Tu n'as pas besoin de... Par exemple, quand tu commences à en parler à quelqu'un, ça va être un peu... Tu te bloques un peu. Parce que tu te dis... tu prends en compte le jugement de la personne qui est en face de toi directement. Alors que quand tu commences à écrire, tu n'as pas forcément ce jugement direct. Et pour couronner cette journée, les élèves internes ont réalisé cette fresque comme un symbole de paix. Apprendre aux jeunes à libérer la parole sur les violences intrafamiliales leur permettra assurément d'être les instigateurs du changement. La peau, je la plains, vraiment. Bonsoir Tilda Hareho et bienvenue. Vous êtes représentante à l'Assemblée, également présidente du Centre d'information des droits des femmes et des familles. Vous étiez au lycée Diadème aujourd'hui. Les femmes sont victimes de violences de plus en plus tôt. Comment changer de modèle ? Oui, alors on a effectivement remarqué que comme les couples se forment déjà assez jeunes, même les jeunes ne sont pas respectueux. Hein. Donc il faudrait, je pense qu'ils reproduisent peut-être ce qu'ils voient à la maison, mais en même temps peut-être qu'ils ne partagent pas suffisamment. Comme disait la petite jeune fille, elle vient juste d'apprendre certaines choses, donc on voit bien que ça manque d'informations. Vous rencontrez au quotidien les familles en difficulté avec le CIDFF que vous présidez. Vous êtes de retour dans l'hémicycle de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a un sujet, un projet particulier que vous aimeriez porter à Tarahui ?
franchement, j'aimerais bien protéger mieux les enfants. Parce que c'est à partir de là qu'on forme les futurs adultes. Et quand on voit le taux d'inceste, moi je suis vraiment chagrinée. Ça me fait beaucoup de peine qu'on profite de très jeunes enfants dans leur vulnérabilité pour en faire des objets sexuels. Là par contre, j'aimerais bien travailler sur ce sujet-là. Un sujet grave et lourd au quotidien pour améliorer les conditions de la femme, des familles. Je pense au congé parental, par exemple, qui n'existe pas ici. Est-ce qu'on pourrait l'envisager à l'image de la France? Alors, je pense qu'il y a le congé du père qui se met en place. Mais là aussi, il faut faire un état des lieux, de savoir, parce que si le père n'habite plus dans la maison, je ne pense pas qu'il ait droit. Mais c'est ce partage, en général, le partage des tâches ménagères. C'est ce qu'il faut apprendre assez tôt. Parce que rester juste à la maison, juste pour tenir un bébé non, il faut aussi que la personne participe aux tâches ménagères pour soulager la femme. Le droit à l'IVG qui entre dans la Constitution, la sénatrice Lana Tetuanui a voté contre au Sénat. Ça vous a étonné ? Non, parce que déjà, au premier tour, elle avait voté contre. Et lorsqu'il y a eu donc tous les parlementaires, elle a revoté une deuxième fois. Alors, en tant que présidente de l'association familiale catholique que j'ajouterai en plus à mon palmarès, je l'ai remerciée. Je l'ai remerciée parce que la loi Veil avait déjà mis en place cette dépénalisation de l'IVG. En mettant 10 semaines. Là, on est passé depuis 2001 avec la loi Aubry-Guigou à 12 semaines. Alors, on va jusqu'où? Je ne sais pas. Et ce qui m'avait frappé, c'est cette clause de conscience d'obliger les docteurs, les médecins et les sages-femmes à pratiquer même contre leur gré, contre leur conviction. Là, je me suis dit, c'est encore à 49.3, c'est pas possible. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un score sans appel, 780 pour, 72 contre. Non, au contraire, nous demandons à ce que la vie, elle commence dès sa conception, et ce serait même intéressant de revoir au niveau de cette loi-là que l'enfant déjà qui est en pleine conception, puisqu'il est suivi dans le corps de sa mère, ait déjà une forme d'immatriculation de telle manière que quand il sort, ou peut-être pour diverses raisons, par accident, il ne sortirait pas, mais au moins qu'il soit déjà conçu et déjà suivi médicalement et socialement. Vous êtes clairement contre l'avortement. Je laisse le choix. Je ne pourrais pas dire complètement contre, mais en tout cas, on sent vraiment choix. Le poids de la religion parce que moi, dans votre opinion. Je me dis que la vie, elle commence dès la conception. Donc finalement, on aura toujours ce décalage avec les lois de l'Hexagone. Déjà, à l'époque du temps de Madame V, elle n'a pas fait 100%. C'était 60-65% de pour. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a des sujets comme ça dans la société qui divisent aussi bien les églises que les familles, que l'opinion publique. Comment doit évoluer, selon vous, pour terminer, un mot sur la femme polynésienne? Comment doit évoluer, selon vous, pour terminer, un mot sur lequel vous appartenez également, vous êtes membre, que disent ces commissions, qu'est-ce que ça dit sur la situation de la femme polynésienne? Alors, en principe, la femme, elle commence par la sécurité, le logement. Donc, ça sera la première à courir pour dire on cherche à m'expulser de là où je suis parce qu'on ne paye plus. Donc, on a eu plus de 300 sur le CDFF l'année dernière, en 2023, plus de 300 personnes qui sont venues pour dire au secours, et très souvent des femmes, au secours, on va nous expulser. Et donc, elles prennent les devants pour dire comment je vais faire. Mais je ne vais quand même pas aller vivre sous le pont. Donc, elles nous posent des questions, mais nous, des fois, au centre, on n'a pas plus de réponses. Est-ce qu'une aide pourrait être envisagée pour ces femmes ? Alors, c'est là où il faudrait voir avec la ministre du Logement. Mais je pense qu'elle aussi, elle a conçu dans son plan des logements pour ces personnes-là. Donc, en tous les cas, entre des expulsions, des expropriations. C'est en réflexion. Merci beaucoup, Tilda Hariho, d'avoir été avec nous ce soir.
Elle s'appelle Mariva Chong Arnaud, une femme engagée dans la communauté du Christ, anciennement appelée Église Sanito. Un engagement au plan local, mais aussi au plan international, car c'est la première femme à présider le Collège des 12 apôtres, l'un des corps dirigeants de l'Église. Un parcours riche, guidé par la foi. Mélodie Ouhilamo a façonné et Marcel Bonneau l'ont rencontré. À 55 ans, Mariva Chong Arnaud dirige le Conseil des 12 apôtres, la plus haute instance de l'Église de la communauté du Christ dans le monde. Là, par exemple, je suis aux Philippines avec une petite congrégation. Et on voit que les conditions de mission sont complètement différentes. En déplacement durant toute la moitié de l'année pratiquement, son objectif en tant que guide de la communauté est de décliner la mission, la bonne nouvelle, dans toutes les cultures. C'est pas partout pareil, c'est la même bonne nouvelle, mais tu la vis à la façon polynésienne, tu la vis à la façon coréenne, tu la vis à la façon en Russie ou dans d'autres pays. Et ça, pour moi, c'est un trésor inestimable. Quand elle n'est pas en voyage, en visioconférence ou sur le terrain, Mariva, qui a aussi été présidente de l'église Sanito de Polynésie, tient à garder le lien avec ses équipes. Je leur donne tous les sujets qui sont abordés, toutes les décisions qui ont été prises. J'essaie de veiller à ce que ça soit bien appliqué. Mais au niveau de l'application et de l'organisation, c'est les dirigeants locaux qui les appliquent et qui organisent. Mais il y a toujours une petite différence parce que la dame, nous savons tous que les femmes elles sont beaucoup plus minutieuses sur la manière de diriger. Et puis, elles sont très très proches, dévouées. Un parcours riche qui a commencé dans la difficulté, des détours, des expériences de vie qui ont forgé la femme d'église qu'elle est aujourd'hui, rigoureuse, organisée, mais toujours avec bienveillance et douceur. Une mission de vie qu'elle a acceptée avec humilité et avec le soutien de sa famille. Ça a toujours été des décisions qu'on a prises en famille. Donc, toutes les responsabilités qu'elle a eues, les engagements et les missions, elle nous en avait parlé. On s'est concertés tous les 5, mes parents et mes 3 sœurs. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons partager, mais il y a beaucoup de choses aussi que nous devons garder et de les savoir, me comprendre. Quelquefois, il y a des moments où je ne parle pas. Et la famille est importante pour pouvoir comprendre cela. Et pour garder un équilibre nécessaire dans toutes ses missions, Mariva privilégie ses moments ressources dans sa sphère familiale. À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, une centaine d'exposants ont répondu présents dans le hall de l'Assemblée. Des stands dédiés à la sensibilisation des femmes battues, des ateliers sur l'entrepreneuriat ainsi que des stands d'artisanat ont été installés pour célébrer la femme. Allez, direction Bora Bora maintenant pour notre rubrique Tehono Ta'amutu. Bonsoir Gaston Tongsang, vous êtes maire de Bora Bora. 2023 est une année record pour le tourisme polynésien, 85 milliards de recettes. Est-ce que la population de Bora Bora, si chère aux Américains, a bénéficié des retombées économiques du tourisme? Bonsoir Cybèle, je voudrais profiter de l'occasion pour adresser mes salutations à l'ensemble des femmes de Polynésie française. Quand on sait le rôle qu'elles jouent dans notre société, dans les foyers, et une pensée particulière aux femmes qui souffrent. Oui, donc l'année 2023 a été une très bonne année. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de la moitié des touristes qui sont venus en Polynésie sont passés par Bora Bora, représentant un chiffre d'affaires important, malgré la diminution du nombre de chambres, parce que nous avons toujours des hôtels fermés. Et le Westin était en rénovation. Et, alors, quels effets concrets sur la vie de tous les jours à Bora Bora? Est-ce qu'on sent les retombées économiques sur l'île? J'ai pas compris la question. Quelles sont les retombées économiques concrètes pour Bora Bora? Ah oui, donc je vois dans le budget de la commune, d'abord la taxe de séjour, qui est meilleur que l'année 2022. Ça avoisine 95 millions, c'est les 200 francs par touriste et par nuitée. Et 2023 était la première année où nous partageons avec le pays la redevance pour la promotion touristique. Nous percevons une quote-part de 40% de la RPT.
Et l'année dernière, nous avons perçu plus de 271 millions sur 9 mois. Ce n'est pas en année pleine. Et le pays a dû percevoir 900 millions à peu près. Et concrètement, pour la population, ça veut dire quoi? Il va y avoir des projets pour l'île? Oui, absolument. Absolument. D'abord, les employés dans les hôtels ont dû percevoir une prime de fin d'année, ce qui est le service charge, dont les montants tournent autour de 800 à 1 million par employé. Donc, c'est déjà une retombée directe dans les foyers. Et pour la commune, cette redevance nous permet d'envisager l'avenir avec plus de sérénité, de consolider nos services publics, eau, assainissement et déchets. Et si j'ai un message à faire passer au gouvernement de notre pays, c'est d'accompagner un peu mieux les communes qui font beaucoup d'efforts pour la qualité de l'accueil de nos touristes et surtout pour leur offrir des services publics de qualité. Alors pour terminer, cette année, vous l'avez dit, l'ex-hôtel Méridien, propriété du groupe Van, va ouvrir à nouveau, mais sous une nouvelle enseigne, l'enseigne Westin. Est-ce que d'autres projets d'hôtels sont prévus à Bora Bora? Il y a le chantier du Bloody Mary en cours qui représente à peu près une quarantaine de clés. Et bien sûr, ça va venir renforcer notre parc hôtelier, mais nous sommes encore loin de 1000 clés que nous avions en 2008. Et l'objectif du conseil municipal, c'est d'arriver à 1000 clés d'ici 5-10 ans. Les voiliers sont bienvenus à Bora Bora? Le problème des voiliers, nous avons largement anticipé le problème. Et il n'y a plus de conflit de voisinage avec les pêcheurs, les riverains, tout simplement parce que nous avons mis en place un schéma de mouillage permettant à ces voiliers de s'amarrer en toute sécurité avec des services quand même à l'appui, des services au niveau des corps morts, des redevances des propriétés, tout ça, de l'environnement. Merci. Donc, c'est des zones totalement contrôlées. Merci beaucoup Gaston Dongsang d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce soir. Et ce soir, le Rarumat Festival continue à Bora Bora. Je crois que ça va être un bon moment aussi pour la population. Merci beaucoup. Pour terminer, direction Rangiroa, au Tuamotu, où une délégation ministérielle s'est déplacée. La visite avait pour objectif principal l'inauguration de la nouvelle piste de l'aéroport après des travaux de surfaçage. À 6 km à l'est du village, un pont doit faire l'objet d'une étude pour être rapidement rénové. La journée a été également marquée par la pose de la première pierre en vue de la construction d'abris de survie à Tiputa, qui implique aussi une infirmerie et la reconstruction du CETAD. Écoutez les précisions des ministre de l'Équipement et de la Santé, au micro de Matua Hawata. L'objectif, c'était également de faire un point sur les chantiers à venir, notamment sur les chantiers d'abris de survie, où la vision et l'objectif, c'est de pouvoir protéger plus d'1 millier de personnes d'ici 3 ans, à travers notamment la construction de l'infirmerie de Tiputa aux normes abris de survie. Donc nous avons posé la première pierre au cours de la mission. Et également la reconstruction du CETAD, encore une fois aux normes abris de survie, pour lequel nous avons lancé les études. Construire aujourd'hui un abri de survie à Tiputa permettra de rénover notre centre de soins. Le centre de soins de Tiputa pourra accueillir des médecins, des chirurgiens, une pharmacie, mais il va accueillir les populations quand elles seront le plus en difficulté. On a possibilité aujourd'hui, via ce centre qui va être construit, d'accueillir en cas de cyclone 380 personnes. En sécurité, dans un centre de soins qui sera sécurisé lui aussi. Voilà, que de projets pour Rangiroa. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale, la journée internationale des droits des femmes, ou l'occasion de faire le point sur les violences intrafamiliales qui augmentent de 19%. Au lycée Diadème, des conférences et du théâtre ont permis aux plus jeunes une prise de conscience sur le sujet. Au centre de transfusion sanguine, les femmes étaient mises à l'honneur et pour cause, c'est elles qui viennent le plus souvent donner leur sang. Au programme de votre soirée sur la première, le festival des Marquises, Matava Aotehinua et Nana, et puis la série La jeune fille et la nuit. Voilà pour les informations de ce vendredi 8 mars. Demain, les premières informations en radio vous seront présentées par Corinne Tehetia et Heipua Tewira. Très belle soirée sur la première et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.